Alors, comment a-t-on bien pu former toute une génération d'ingénieurs civils? Eh bien, en 1998, il y a eu un plan qui a absolument tout défini. On va plonger ensemble dans ce document, une véritable archive, pour voir comment on construisait, littéralement, les bâtisseurs de demain. Et attention, ce n'était pas juste un programme scolaire, non, non, c'était un véritable schéma directeur pour forger des compétences. L'objectif central, le voilà, juste là. Et il est incroyablement ambitieux, formé en, tenez-vous bien, 2 ans, des cadres polyvalents. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire former des gens capables de jongler entre la conception, bien au chaud dans un bureau d'études, et la gestion sur un chantier dans la boue et sous la pluie. Rien que ça pose le décor, on sent tout de suite l'intensité du programme. Alors, pour décortiquer ce plan, on va simplement suivre le parcours d'un étudiant de l'époque. On va voir le schéma directeur, le socle commun de la première année, puis le grand choix des 3 voies, les compétences spécialisées de la deuxième année, le passage de la théorie au chantier, et enfin, ce qu'il y a derrière tout ça, l'idée de bâtir plus que de simples structures. Allez, on y va. Première étape donc, le schéma directeur. Et la première chose à bien comprendre, c'est que ce plan de 1998, ce n'était pas du tout une simple liste de cours à cocher. Non, c'était bien plus que ça, c'était une véritable philosophie. L'idée, ce n'était pas de former des techniciens super spécialisés dans un seul domaine, mais plutôt des experts capables de s'adapter avec des fondations tellement solides qui pouvaient ensuite évoluer toute leur carrière. Et alors, comment est-ce qu'on arrivait à ce résultat? Eh bien, avec une méthode bien rodée, en 3 temps. D'un côté, la théorie, en cours magistral. Ensuite, les travaux dirigés, les fameux TD, où l'on s'exerce sur le papier. Et enfin, les travaux pratiques, les TP, là on met vraiment les mains dans le cambouis. C'est ce triptyque, cet équilibre parfait, qui faisait que les connaissances, eh bien, elles restaient vraiment ancrées. On passe à la première année, le socle commun. Et attention aux chiffres. 32 semaines, 960 heures d'apprentissage. C'est intense. C'était vraiment le creuset commun. Tout le monde passait par là. Que le but final soit de construire des ponts ou des immeubles, l'objectif était clair. Forger un langage et des compétences de base communes à absolument tout le monde. Et là, regardez, on a un extrait du document d'époque. C'est fascinant de voir à quel point tout était méticuleusement structuré. Toute la première année reposait sur 3 grands piliers, ce qu'on appelait les unités d'enseignement, ou UE. C'est en fait ni plus ni moins que le squelette de toute la formation. Alors, concrètement, ces fameuses unités, qu'est-ce que c'était? L'UE1, on va dire que c'était le cerveau scientifique, physique, sciences et résistance des matériaux. L'UE2, c'était les mains dans le concret, la technologie pure de la construction, la topographie, l'organisation de chantier. Et enfin, l'UE3, qu'on a souvent tendance à oublier, mais qui est absolument crucial, la communication. Expression, langue, maths, informatique, c'était le liant de tout le reste. On formait des techniciens qui savaient non seulement calculer et faire, mais aussi et surtout communiquer. Et quand on regarde la répartition des heures, ça devient limpide. Il suffit de jeter un œil à ce graphique. Les sciences, la technologie et la partie communication et maths, tout ça a un poids quasiment identique. C'est bien la preuve que le but n'était pas de former de simples machines à calculer, mais bien des profils complets, équilibrés. Bon, une fois cette première année intense terminée, arrive le moment fatidique. Le grand choix, le carrefour. Une décision qui allait tout simplement définir une carrière entière. 3 chemins possibles pour 3 futurs complètement différents. Alors, quelles étaient ces 3 options? D'abord, il y avait l'option bâtiment, on va dire la plus classique pour ceux qui rêvent de voir des édifices sortir de terre. Ensuite, le génie climatique. Là, on est dans les coulisses, le cœur technique du bâtiment. Le chauffage, la ventilation, tout ce qui touche au confort et à l'énergie. Et enfin, les travaux publics pour ceux qui voient les choses en très très grand, les routes, les ponts, les tunnels. Bref, 3 univers bien distincts. Et on attaque la 2e année. Là, on change complètement de braquet. Fini le tronc commun où tout le monde fait la même chose, place à 28 semaines d'immersion totale pour vraiment maîtriser son domaine et transformer les bases solides de la première année en une véritable expertise. Et regardez-moi ça, encore un extrait du document officiel. Le niveau de détail est tout simplement ahurissant. Pour une seule matière, ici la construction, on a le décompte précis des heures entre la théorie et la pratique, en bureau d'études. Absolument rien, mais alors rien n'était laissé au hasard. Alors concrètement, ça voulait dire quoi se spécialiser? Eh bien, en option bâtiment, on plongeait dans des sujets comme l'enveloppe du bâtiment ou l'analyse des structures. Pour le génie climatique, c'était le grand bain de la thermodynamique, de la production de chaleur, du froid. Et en travaux publics, on s'attaquait à du lourd, la conception des routes, la géotechnique pour les grands projets. C'est vraiment à ce moment-là que l'expertise se forgeait. Toute cette connaissance, c'est formidable. Mais une fois sur un vrai chantier, ça donne quoi?
C'était la grande question. Et le programme avait une véritable obsession, faire en sorte que les diplômés soient opérationnels dès leur premier jour de travail. Et pour y arriver, la stratégie était limpide. La clé de voûte de cette stratégie, elle tient en un chiffre, 10 semaines. C'était la durée minimale, je dis bien minimale, du stage obligatoire en entreprise. Plus de 2 mois d'immersion totale dans le monde réel. Et attention, ce stage, ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. L'intégration professionnelle, c'était un parcours complet et progressif. Il y avait des projets tutorés tout au long des 2 ans, un grand projet de fin d'études super intensif, les fameux stages, et même 60 heures de formation adaptées aux spécificités de l'industrie locale. Le but, c'était vraiment de gommer la frontière entre la salle de classe et le chantier. Finalement, quand on prend du recul, ce qui est le plus marquant dans ce programme, au-delà de la liste des matières, c'est sa philosophie profonde. L'idée directrice, elle était très claire. Il fallait bâtir des esprits et pas seulement des structures. Et cette phrase, tirée du document officiel, résume absolument tout. Le but n'était pas de gaver les étudiants de connaissances pures, mais de leur faire acquérir des méthodes de travail et de raisonnement, de leur apprendre des principes, des procédés, plutôt que des recettes toutes faites. Autrement dit, leur apprendre à penser, à réfléchir par eux-mêmes face à un problème. Et ça nous amène à une question qui est, aujourd'hui, absolument brûlante d'actualité. À notre époque, celle de l'intelligence artificielle et de l'automatisation, où une machine peut nous donner toutes les recettes du monde en une fraction de seconde, est-ce que cette philosophie de 1998, qui met l'accent sur le raisonnement plutôt que sur les recettes, n'est pas finalement plus pertinente, plus essentielle que jamais? C'est une question qui mérite vraiment d'être posée.